Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de notre grand panorama de l'histoire de l'art. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, c'est ici que ça se passe, je vous laisse cliquer sur le lien et on se revoit juste après. Pour les autres, on s'était arrêté avec Édouard Manet et ses deux tableaux, Le déjeuner sur l'herbe et Olympia. Et si, souvenez-vous, la femme nue et sa servante noire. Aujourd'hui, on va achever notre voyage au travers du temps en allant du mouvement impressionniste jusqu'à la naissance de l'art contemporain. Vous êtes sur Demos Artos, la chaîne qui fait descendre l'art de son piédestal. Alors nous reprenons notre histoire dans les années 1860-1870 quand les peintres vont se ruer dans les trains et quitter l'atelier afin de capturer la vie sur leur toile. L'invention du tube de peinture dans les années 1840 et son évolution dans les décennies suivantes va leur permettre de flâner au grand air, de poser leur toile et surtout de capturer les variations de lumière et de temps. L'un des artistes les plus connus du mouvement impressionniste est Claude Monet, avec sa toile Impression Soleil levant, réalisée en 1872. Il est ainsi à la genèse de l'un des mouvements picturaux les plus appréciés encore aujourd'hui. Mais n'allez pas croire que c'est Monet qui donne le nom d'impressionnisme, bien au contraire. Il s'agit d'un critique d'art du nom de Louis Leroy qui, hilar, donnera ce nom qui aujourd'hui résonne encore dans nos oreilles. L'impressionnisme vient casser les codes de la représentation en faisant sortir déjà premièrement les artistes de leur atelier afin de leur faire voir la lumière dans son entièreté et non plus de manière biaisée avec des chandelles ou des lampes à huile. Il est aussi important de ne pas oublier une artiste en particulier, Berthe Morisot, belle-sœur d'Édouard Manet et qui reste la doyenne du mouvement impressionniste. Nous reviendrons bien évidemment sur la place des femmes dans l'art dans une prochaine vidéo. Chez les expressionnistes, on va clairement partir dans une recherche de la pulsion et des désordres de l'être humain. Une des toiles expressionnistes la plus connue est le cri de Munch, réalisé en 1983. Enfin, quand je dis le cri, l'un des cris. Quand on parle de cette toile, on oublie de dire qu'il s'agit en réalité d'une série. En effet, Edvard Munch, peintre norvégien, réalise pas moins de 5 versions de cette toile, dont la plus connue et surtout celle qui va être détournée et réinterprétée un nombre incalculable de fois. Alors ce qui va être intéressant dans cette toile, c'est que nous retrouvons tous les codes de l'expressionnisme, c'est-à-dire une difformité, une suppression du beau et de l'esthétique, accompagnée d'une palette de couleurs plus criardes les unes que les autres, dans le but de donner des frissons et de provoquer l'angoisse chez le spectateur. On peut vraiment dire que les expressionnistes cherchent à nous mettre réellement mal à l'aise. Alors ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'à cette époque-là, il y a eu une éruption volcanique qui, pendant quelque temps, a modifié la couleur du ciel et la façon dont la lumière allait se réverber, ce qui donne réellement ce côté très orangé chez Munch et son cri. Alors avec le fauvisme, là on va atteindre un niveau d'avant-garde assez important dans la peinture pour un début de XXe siècle. Les artistes fauves, nommés ainsi par le critique Louis de Vaucelles, ne s'embêtent absolument pas à représenter le monde avec fidélité. On commence à oublier la profondeur, à appliquer des teintes très vives, franches sur la toile, et surtout, clairement, si on a envie de peindre l'herbe en bleu et le ciel en vert, eh ben, on va le faire. C'est vraiment un niveau de je m'en foutisme important. Les artistes représentent le monde tel qu'ils le sentent et tel qu'ils le ressentent, faisant fi de la réalité et surtout de la vie des autres. Big Ben d'André Derain, réalisé en 1906, en est un parfait exemple. On y retrouve à la fois les codes de l'impressionnisme, voire même à certains moments du pointillisme et la volonté de donner corps à son ressenti propre. Avec les fauves, vraiment on n'hésite plus, on dessine des cheveux verts sur une peau jaune, des soleils rouges et de l'herbe bleue.
Ce mouvement éphémère s'arrêtera de lui-même à partir de 1910. Bon, on va pas se mentir, pour le cubisme, on va essayer d'être super carré. Ouais, je me disais bien que j'aurais pas dû la faire celle-là. Le cubisme est un des genres les plus importants du XXe siècle, si ce n'est le genre du XXe siècle. Popularisé par le peintre espagnol Pablo Picasso, le mouvement cubiste va prendre rapidement de l'ampleur jusqu'à s'imposer comme étant le genre dominant et le passage obligé pour de nombreux peintres et sculpteurs. On parle toujours de Picasso et de Braque comme étant les réels fondateurs et les vrais pères du mouvement cubiste, mais en réalité, c'est le peintre Paul Cézanne qui va ouvrir la voie avec une série de peintures qui représentent la montagne Sainte-Victoire. Pas moins de 80 représentations reprennent le regard de cette vision près d'Aix-en-Provence. Dans cette toile de 1905, Cézanne quitte la représentation la plus pure pour une façon de travailler qui va être beaucoup plus franche et beaucoup plus violente. Ce sont les prémices du cubisme. Les cubistes passeront par plusieurs phases. Bien évidemment, nous y reviendrons dans une série de vidéos complètement dédiées au mouvement. Alors quand on parle d'abstraction, on a souvent tendance à dire, et surtout à entendre, que ça représente rien, que c'est de la merde, et que mon cousin de 7 ans pourrait littéralement faire la même chose. Les idées ont quand même la vie dure. Alors l'abstraction, c'est avant tout, selon la légende, une découverte d'un peintre russe, Vassili Kandinsky, qui, alors que, soi-disant, il rentrait chez lui un soir, il se retrouve devant un jeu de lumière tellement beau qu'il cherche absolument à le reproduire. Alors bien que Kandinsky soit considéré comme le premier peintre abstrait, nous avons une Suédoise, Hilma af Klint, qui commence à explorer et à poser les bases de l'abstraction quelques années avant le peintre russe. L'abstraction peut concrètement se résumer par une volonté de ne pas représenter la nature ou le réel et de donner corps à la forme et à la couleur. Plus question de représenter un paysage, on vient tout simplement peindre des carrés, des lignes et autres formes pour le plaisir de les agencer dans un ballet géométrique. Alors, un des points importants dans l'abstraction et surtout qui va se représenter dans le mouvement de style, dont on parlera bien évidemment dans une future vidéo dédiée à Piet Mondrian et à ce mouvement néerlandais, c'est l'utilisation importante d'aplats de couleurs afin d'avoir la peinture la plus lisse et surtout la plus uniforme possible. Chez les abstraits, il y a un peintre qui va être extrêmement radical et c'est un russe, encore une fois, du nom de Kazimir Malevich. Connu pour Carré blanc sur fond blanc, peint en 1918, l'artiste apporte la preuve qu'il est clairement possible de pousser une idée dans ses retranchements les plus extrêmes et surtout de peindre du blanc sur du blanc. La poursuite des travaux de Malevich donnera lieu à un mouvement que l'on appelle le suprématisme et on commence à en voir le début lors de l'exposition 0-10 à Petrograd. Cette particularité russe ne sera pas la seule, bien évidemment, à émerger. Tout un tas de spécificités nationales vont apparaître tout au long de la première partie du XXe siècle. Alors en 1916, les canons tonnent, les hommes se regardent en chiens de faïence, planqués chacun dans leur tranchée, quand l'enfer se déchaîne sur eux, au son des sifflets, des balles et des obus. Nous sommes en pleine Première Guerre mondiale, la bataille de Verdun vient de commencer et un groupe d'artistes de toutes nationalités, réfugiés à la fois à Zurich et à New York, décide de changer la donne en créant un mouvement artistique contestataire. Comme le dira Paul Valéry, Dada est un mouvement à l'encontre de l'absurdité de la guerre et du massacre de millions de personnes qui ne se connaissent pas au profit de quelques-unes qui se connaissent mais ne se massacrent pas. Le mouvement naît au sein d'une institution que l'on appelle le Cabaret Voltaire, sous l'impulsion de Hugo Ball, écrivain et metteur en scène allemand. Alors il va être très vite rejoint par Tristan Tzara et la Suissesse Sophie Tauber-Harp dans cette espèce de centre de rassemblement des idées et des philosophies.
Le mouvement Dada se démarque par des mouvements artistiques dont la volonté est de détruire ce qui a été fait, de laisser place au hasard, à la production collective, laisser place aussi à l'anonymat des travaux et une certaine volonté de s'inspirer des cultures tribales, pures et non polluées par l'Occident. Marcel Duchamp se place, lui, dans la tradition Dada en faisant entrer le banal dans la création artistique avec une de ses œuvres les plus connues et la plus controversée, Fontaine, réalisée en 1917, où nous avons aussi Raoul Haussmann qui réalise des assemblages. En effet, l'esprit de notre temps, Tête mécanique, en 1919, montre bien cette volonté d'utiliser des objets de la vie courante, que l'on appellera dans ce cadre artistique des ready-made, afin de créer des sculptures. Le mouvement va s'exporter dans toute l'Europe et aux USA dès la fin de la guerre, avant de s'éteindre de lui-même en 1923. Alors pour bien résumer, Dada c'est un mouvement contestataire, intellectuel, rejetant toutes les formes d'art héritées de la tradition et de l'académisme, la mise en avant des assemblages, des collages, mais aussi des photocollages, du hasard et de ce que l'on appelle donc les ready-made. Imaginez-vous votre pote, toujours un petit peu dans la lune, et qui va continuellement dessiner des trucs chelous en vous disant que ça vient de ses rêves. Alors vous avez une petite idée, très caricaturale certes, de ce que va être un peintre surréaliste. Suite à la mort du mouvement Dada, André Breton publie son manifeste du surréalisme qui donne la ligne directrice du mouvement. On vient ici privilégier l'automatisme, dans l'écriture principalement, mais aussi dans la façon de tracer les formes. Les surréalistes cherchent une façon de retranscrire les rêves grâce à de nouvelles techniques artistiques qu'ils vont développer au fur et à mesure. Le peintre Giorgio de Chirico présage la naissance du mouvement en 1914 avec sa toile Portrait de Guillaume Apollinaire, dans laquelle nous pouvons voir en arrière-plan une silhouette qui possède une cible à l'endroit où le dit poète sera touché par un éclat d'obus en 1916. De l'autre côté, le photographe Man Ray vient photographier son amante Kiki de Montparnasse dans la position d'une des baigneuses réalisée par Ingres. Jouant sur l'amour de la jeune femme pour le violon et jouant aussi sur les mots, Man Ray nomme donc sa photographie Le violon d'Ingres. C'est un photomontage dans lequel il redessine à la mine de plomb et à l'encre de Chine pour donner cette double image. À la fois un corps de femme nu de dos et un corps de violon. Chez les peintres surréalistes, les plus connus du grand public sont le belge René Magritte et l'espagnol Salvador Dali. La trahison des images, réalisée en 1928-1929, joue énormément sur l'idée, là aussi, du jeu de mots et de l'interprétation des images et de ce que l'on peut en comprendre. En effet, ce n'est pas une pipe que nous voyons, mais bel et bien la représentation d'une pipe. Et Dali, avec son célèbre La persistance de la mémoire de 1931, plus connu sous la dénomination Les montres molles, le peintre nous donne à voir la fuite inexorable du temps, la présence de la mort, mais aussi celle des souvenirs d'enfance grâce à l'arrière-plan, représentant la jeunesse du peintre en Catalogne. Alors il faut donc bien retenir que les peintres surréalistes aiment jouer avec les mots, les expressions et la volonté de représenter les rêves afin de nous donner à voir des choses propres à chacun des créateurs. Alors maintenant vous allez me demander, mais qu'en est-il du reste? Alors bien évidemment, il y a encore plein de courants dont je n'ai pas parlé dans cette seconde vidéo et croyez-moi, ça sera l'occasion de revenir dessus au cours de notre aventure tous ensemble. Le monde de l'art contemporain étant tellement vaste et surtout en constante évolution, je ne lui aurais absolument pas rendu service en le traitant dans cette vidéo. Alors j'espère que cette seconde vidéo qui clôture notre première phase d'introduction à l'histoire de l'art vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de recevoir toutes les notifications.
On se revoit très vite et surtout, n'oubliez pas, restez curieux, restez artiste.